Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être parmi nous ce soir à la Cité du Vin. On est ravis de vous accueillir pour cette rencontre. Je voulais donner la parole avant d'introduire l'événement à Adèle. Alors peut-être que certains parmi vous étaient avec nous sur les précédents événements, mais du fait des 10 ans, on a un petit cadeau pour vous et je vais laisser Adèle présenter ce petit cadeau. Bonsoir à chacun et chacune. Donc, comme Loïc le disait, c'est nos 10 ans cette année. On a souhaité vous remercier de votre présence et de ce soutien depuis tant d'années. Et pour ça, on va tirer au sort un siège dans cette salle. Et cette personne aura un cadeau. Et ce soir, c'est pas un siège, mais bien 2 qui vont être offerts. Et c'est un partenariat avec Gironde Tourisme et avec le Grand Verdu. Voilà, je laisse Loïc reprendre la parole pour vous présenter les intervenantes. Merci beaucoup. Donc restez bien à votre place si vous voulez avoir peut-être la chance de repartir avec un cadeau. Donc on avait à cœur de proposer cette rencontre à la suite du 8 mars, donc qui est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. On voulait vous proposer une rencontre avec des femmes qui façonnent le vignoble et les vins qu'on convoite tant. Et donc on a, avec Mélanie Paris, que vous connaissez également, pensé à une ancienne collaboratrice de la Cité du Vin, Pauline Versace, pour animer cette rencontre. Donc Pauline qui a, depuis son départ de la Cité du Vin, fondé une agence qui s'appelle La Vie Bonne, une agence de voyage œnoculturel. Donc je laisserai lui en parler un petit peu plus longuement si elle le souhaite. Je voulais aussi remercier les personnes qui sont sur Zoom de leur présence. On va avoir 1 heure de rencontre, une petite demi-heure de questions-réponses. Et normalement, on devait faire le salon Vinidam de nos voisins, la cave Le Latitude 20, mais malheureusement, ça a dû être annulé. Mais les vigneronnes qui sont présentes sur cette rencontre tenaient quand même à vous faire déguster leur vin, donc merci encore. On aura la chance de découvrir une référence de chacune d'entre vous à la suite de la rencontre donc dans les salons pour un temps un petit peu plus informel. Voilà, je vais vous souhaiter une très bonne rencontre et je vais laisser la parole à Pauline. Merci beaucoup, merci encore d'être là et très bonne soirée. Merci beaucoup Loïc pour cette introduction et bonne chance à tous pour gagner ce lot exceptionnel. Et puis je pense qu'on peut dire aussi bon anniversaire à la Cité du Vin, 10 ans. Vous vous souvenez, vous, de l'ouverture de la Cité du Vin il y a 10 ans? Vous étiez là? Peut-être certains d'entre vous étaient même à l'inauguration. Ouais, c'est... Alors bon, je me réjouis vraiment d'animer cette rencontre ce soir avec 4 femmes vraiment très intéressantes et très inspirantes. J'espère que ce sera le cas pour vous aussi, que vous apprendrez des choses et que vous serez inspirés par ces 4 parcours bien différents. Je vais vous présenter, si vous êtes d'accord, individuellement. Donc, à ma gauche, Sandrine Garbeil. Alors, Sandrine, vous êtes docteur en œnologie. Vous avez passé 25 ans en tant que maître de chai au château d'Yquem. Vous avez façonné des vins mythiques. En 2002, vous avez pris la direction de 4 domaines viticoles du label Terre de Nature, dont le château Guiraud, qui est très connu, qui est un premier grand cru classé en Sauternes, de Sauternes en 1855. Et depuis, vous veillez à l'excellence des vins, à leur rayonnement en France et à l'international, et à une viticulture respectueuse de la biodiversité. Donc, bienvenue ce soir, Sandrine. Je suis très heureuse de vous avoir à mes côtés. Merci. Ma première question, Sandrine, est-ce que vous avez un mantra? Est-ce que vous avez une phrase, un mot auquel vous revenez toujours? Un mot, non, mais alors je suis quelqu'un de très positif. Donc voilà, si je devais avoir un mantra, ça serait sans doute, et je le dis assez souvent, il n'y a aucun problème, il n'y a que des solutions. Voilà, ça j'aime bien. Ouh là là, on commence bien. Merci beaucoup. Valentine Piquant. Alors Valentine, vous êtes avocate de formation. En 2013, vous rejoignez l'entreprise familiale, le château Ostens-Piquant. En 2024, au décès de votre père, vous en prenez la direction. Et aujourd'hui, avec votre mère, vous vous appuyez sur l'équipe de Renoncourt et vous portez le développement commercial du domaine. Bienvenue, Valentine. Merci, Pauline. Est-ce que vous avez un mantra, Valentine? Dans ma famille, il y a un mantra, c'est j'ose et je persévère. Fantastique, on adore. Ça vous parle à vous aussi? Fantastique, hein?
Merci beaucoup. Bienvenue, Valentine. Caroline de Coster. Alors, Caroline, je ne sais pas si je dois vous présenter parce que franchement, on vous a vraiment vu un peu partout dernièrement et c'est vraiment voilà, un compliment que je vous fais. En tout cas, vous êtes ingénieur de formation. Vous avez fait le choix du vin, peut-on dire par amour? On peut le dire. La Maison Cardinal est la propriété familiale donc, de votre époux. Donc elle est située en Saint-Émilion Grand Cru classé et elle a été rebaptisée en 2024. Vous nous en parlerez certainement. Vous êtes directrice commerciale, marketing et communication et vous avez une vision singulière, celle de créer des ponts entre le vin, la musique et la littérature. Et vous avez eu, c'est pour ça qu'on a beaucoup entendu parler de vous et de la Maison Cardinal, vous avez eu le Global Best of Wine Tourism Award en 2026, donc cette année. Donc vraiment bravo et bienvenue Caroline. Merci et bonsoir. Est-ce que vous, Caroline, vous avez un mantra, une devise, un mot qui vous... Je dis souvent, si personne ne le fait, eh ben, tu devrais peut-être le faire. Ah, bien aussi, ouais. Merci. Hélène, bonsoir. Donc Hélène Ponty, votre famille est dans le vin depuis 1905. Votre arrière-grand-père Victor a fondé les vignobles Ponty à Canon-Fronsac. Donc, vous avez d'abord pris le large. Vous avez fait votre droit, le droit des affaires, HEC, le MIT, 10 ans entre les États-Unis et la Chine. En 2019, vous rentrez. Vous reprenez le domaine. Vous effectuez la transition en agriculture biologique. Vous réduisez la taille du domaine pour tout gérer vous-même. Vous faites tout, de la taille à la commercialisation. Vous vous consacrez à de petites cuvées parcellaires pour que chaque vin raconte un cépage sur un terroir. Bienvenue à vous, Hélène. Merci. Et est-ce que vous avez un mantra? Je ne sais pas si c'est un mantra, mais c'est une phrase que j'aime bien, que j'avais lue dans un livre une fois. Alors, désolé, c'est en anglais, mais c'est Live every day like you're making waffles. Et c'est, en gros, se réveiller le matin comme si on allait faire justement des gaufres et qu'on avait un peu cette excitation pour la journée, quoi. Merci beaucoup. Alors j'aimerais commencer cet échange par la notion de virage de carrière. Je ne sais pas si vous avez tout retenu, mais dans les parcours qu'on a ébauchés dans cette présentation, il y a quand même un point commun à certaines d'entre vous. Et aussi, j'ai envie de dire, tout le monde est concerné par ça, les virages dans la carrière. Même si ce n'est pas de la reconversion, on a tous, à un moment ou à un autre, des virages qui sont plus ou moins, on va dire, faciles à gérer. Mais avant de parler de ces virages de carrière, j'ai quand même une question à vous poser parce que je ne sais pas si vous avez remarqué comme elles sont belles, nos femmes du vin, ce soir. Et je me demandais, comment fait-on pour concilier le vin, enfin le fait de travailler dans le vin et avoir une bonne santé? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est difficile à gérer ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu assez naturellement chez vous? Sandrine. Je démarre. C'est pas une question que je me pose réellement. Alors, en l'occurrence, en plus, je trouve que je fais pas assez de sport, vous voyez, par exemple. J'aimerais en faire beaucoup plus. Après, quand on travaille dans le vin, on est assez actif quand même. On marche pas mal, ne serait-ce que dans les vignes, par exemple. Mais si on veut parler consommation d'alcool, par exemple, voilà, dans les journées de travail, on crache. Donc, voilà, il n'y a pas de sujet. Et moi, j'ai une consommation qui n'est pas importante. Je fais attention, évidemment, au quotidien. Je l'ai Pour toujours vous, c'est bien... pas un sujet. Non, c'est pas vraiment un sujet. Je l'ai toujours bien géré. Ça, voilà. Et vous, Caroline, vous trouvez ça facile à gérer, tous les bons repas, toutes les dégustations auxquelles que vous animez, auxquelles il faut assister? Dans mon métier, il y a beaucoup de représentations, donc beaucoup de repas. D'abord, j'ai la chance de pouvoir avoir des bons repas, donc normalement qui sont bien équilibrés. Je suis comme toi, Sandrine, je fais attention à ma consommation d'alcool en dehors des repas. Et puis le repas, ça reste de la dégustation. Donc on fait très attention à ce que l'on va déguster tout au long du repas. Et après, je pense que dans le bien-être, il y a le bien-être mental. Et à partir du moment où chacune de nous, je pense, aime ce que l'on fait et est animée par cet amour du métier, la chance qu'on a quand même de travailler dans un environnement qui est magnifique, de voir de la beauté sous les yeux tout le temps, ça fait du bien.
Et je pense que ça aide énormément à être bien. Enfin, je pense que c'est ce que les gens nous disent. Mais, t'as l'air bien en ce moment. En fait, on fait un beau métier, quoi. Donc, ça aide. Très bien. Valentine, vous en pensez quoi de cet équilibre santé et métier dans le vin ? Pour moi, c'est pas vraiment non plus un sujet. J'ai pas de consommation excessive. Après, forcément, je dis ça parce que là, ça va. Mais bon, il y a des moments où, forcément, quand on est en représentation, on est quand même obligé de boire. Et certainement, quand on part à l'étranger, il y a des cultures qui nécessitent qu'on soit capable de suivre aussi en termes de consommation d'alcool. Je pense que c'est assez important pour la confiance de certains clients. Donc ça, parfois, c'est un petit peu dur à gérer. Mais après, je pense que voilà, il y a une certaine notion d'équilibre qu'on essaye de constamment avoir et de compenser avec du sport ou avec effectivement un échappatoire mental, on va dire, pour toujours être dans cette autorégulation pour pouvoir supporter, surtout quand on est en voyage, en fait. C'est ça, en fait, qui est difficile. Il faut tenir sur la longueur parce que c'est des rythmes qui sont très, très intenses. Mais le voyage fait partie de on va dire, de cet enjeu d'équilibre, hein, puisque beaucoup de déplacements. Vous, Hélène, vous l'avez ressenti, ça, en Chine, cette obligation de boire ? Oui, pardon. J'allais dire, moi, j'ai vécu ça pendant 7 ans en Chine, où pour le coup, on crache pas. Donc, c'est pas du tout une option. Et en fait, il y a cette culture en Chine, en effet, de devoir suivre un peu pour montrer le respect et qu'on adhère un peu à leur culture. Et ça a été une des raisons pour lesquelles je suis partie à un moment aussi. C'est que je pense que sur le long terme, on peut pas tenir ce rythme-là. Maintenant, en étant ici, moi, c'est plus une question autour de la santé physique et mentale, du travail au quotidien, parce que je passe quand même la moitié de mon temps dans la vigne. Et si je vois quand même une grosse différence, moi, physiquement, par rapport à avant où je faisais pas ce travail-là. Et je vois beaucoup, je vois des ostéos régulièrement parce qu'il y a quand même un entretien. Il faut que ça reste en fait sur le devant de mon esprit en permanence, parce que si on laisse couler, en fait, ça peut prendre des proportions pas bonnes. Et puis en plus, en fait, c'est continu. Donc, si un petit problème arrive, ça va faire que s'aggraver. Donc, il faut vraiment en faire une priorité. Lié à la condition physique, en fait. À la condition physique, c'est oui. vraiment un métier physique. D'accord, très bien. Merci pour cette petite parenthèse qui me semble quand même importante dans les métiers que vous faites. Donc, revenons au virage dans les carrières. Sandrine, comment avez-vous fait pour surmonter la pression de votre entourage quand vous avez envisagé de quitter le château d'Yquem ? Je n'ai pas eu de pression de mon entourage, pas du tout. Au contraire. On vous a pas dit, mais tu n'y penses pas, quitter le château d'Yquem ? Non. Ça a été évidemment une décision un petit peu longue à prendre et mûrement réfléchie, mais si je suis allée au bout de cette décision, je pense que c'est grâce à mon entourage qui, au contraire, m'a encouragée à franchir ce cap-là. Donc, en effet, le virage, donc, je l'ai pris en 2022, et puis surtout à l'âge de 55 ans. Donc un peu tard, on va dire. Mais il n'est jamais trop tard. Voilà, donc peut-être un autre mantra à garder. Encore un bel enseignement, c'est ce que j'allais dire. Il n'est jamais trop tard pour prendre une grande décision. Et ça a été quand même un gros virage, puisque je suis passée d'un poste de maître de chai, donc entre guillemets confiné dans un chai, et à faire le vin, bien sûr, à le promouvoir aussi. Quand même, j'avais cette casquette de promotion des vins d'Yquem à la direction générale d'une propriété où là, je supervise tous les services. Donc ça a quand même été un grand saut pour moi. Et ça a été, j'ai envie de dire, 2 ans très intenses et un peu sous l'eau, où j'ai eu l'impression de ne pas avoir d'autre vie que ma vie professionnelle, où il a fallu que j'embrasse un peu tous ces métiers que je ne connaissais pas forcément très bien. Encore un beau sujet d'équilibre dans le travail, vie personnelle, vie professionnelle. On reparlera du management, qui est du leadership aussi, qui est un sujet sur lequel vous avez des choses à nous dire. Valentine, vous avez fini vos études de droit. Alors, quel est l'élément déclencheur à quel moment vous vous dites en fait, non, je ne vais pas faire avocate. Et quelle a été la réaction de votre entourage également quand vous rejoignez le domaine familial ?
Quand j'ai commencé à faire plus de dégustation de vin dans les cabines d'avocats où je travaillais, je me suis dit que ce serait peut-être temps de changer de carrière. D'être honnête avec vous-même. Voilà. Mais en réalité, j'ai toujours su au fond de moi que j'y reviendrais. Mais j'avais aussi envie d'aller jusqu'au bout de mes études parce que c'était vraiment passionnant aussi. Ça m'a permis de vivre à l'étranger, d'être en contact avec différentes cultures et différents droits aussi. Donc j'avais vraiment cette envie d'aller jusqu'au bout. Dans quel pays étiez-vous ? J'étais en Russie. Et parce que j'ai une passion pour le russe aussi, donc ça, c'est une autre histoire. Mais quelle était l'autre question ? Je ne sais plus. Oui, à quel moment l'élément déclencheur et la réaction de votre entourage. Il m'a dit que j'étais complètement folle de changer, de vendre du vin alors que j'avais un diplôme d'avocat. Mais bon, j'ai tenu tête. Et je suis j'arrive. J'arrive. Voilà. J'arrive et je vais y arriver. Me voilà. Tu n'as pas le choix. Et c'est vrai qu'après, la machine s'est mise en route, mais les débuts n'ont pas été. J'ai pas été accueillie à bras ouverts. Mais c'était une expérience enrichissante. Superbe. Hélène, on a dit HEC, MIT, Shanghai, puis Canon-Fronsac. Vos amis chinois et américains, j'imagine que vous avez gardé toute une communauté là-bas. Est-ce qu'ils vous envient ? Est-ce que ça les fait rêver, cette évolution de carrière ? Oui, je pense. En plus, c'est un peu ce qui m'a aidé à me décider aussi, c'est que justement, je pense que quand j'étais à Bordeaux, il y a un peu ce côté où ma famille a toujours été ici, tous les gens qu'on connaît ont toujours été ici, tout le monde travaille dans le vin, ça semble normal. Et en fait, finalement, c'est quand on va à l'étranger que quand on dit aux gens, ma famille a un vignoble à Bordeaux, pas à Fronsac parce que j'avoue qu'ils ne savent pas forcément où c'est, mais là, tout le monde a les yeux qui s'ouvrent et qui pétillent et qui disent « Waouh, mais c'est trop bien, c'est extraordinaire ». Et je pense que c'est vraiment comme ça que je me suis rendu compte au début que vraiment, en fait, c'était quelque chose de différent et d'unique et que c'était vraiment une chance. Parce que ça semble bête, mais vraiment, en grandissant au milieu de tout ça, ça semble vraiment normal. Donc, ça m'a beaucoup aidé justement d'avoir le point de vue de gens qui n'étaient pas du tout dans ce monde-là. Il y en a certains qui viennent vous voir ? Oui, ça arrive. Ouais, encore, ça arrive qu'il y ait des gens qui viennent me rendre visite. Mais je pense qu'en un sens, ça ne les surprend pas non plus parce que j'ai toujours été un peu à prendre des décisions très facilement, de complètement changer de vie. Donc, ça ne les a pas étonnés plus que ça non plus. D'accord. Caroline, vous êtes très investie dans votre métier. Vous avez eu une vie d'avant, donc on l'a compris. Vous y pensez parfois à cette vie d'avant où il n'y avait pas le vin tous les jours et une propriété à gérer et des enjeux de communication ? J'y pense de temps en temps parce que j'ai gardé des contacts de copains qui sont encore ingénieurs. Et je ne regrette tellement pas cette vie de process dans des endroits qui sont dans des bureaux informels où la créativité n'est pas du tout permise. Et en plus, je savais dès le départ, de toute façon, que moi, je n'étais pas du tout destinée à être ingénieure. J'ai tenu bon 2 ans, et puis après, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là, en fait ? Et je ne regrette pas du tout cette vie d'avant. Je m'étonne d'avoir choisi de changer de vie, alors que je ne suis pas bordelaise, alors que je ne connais... personne de ma famille n'était dans le vin. D'un seul coup, se dire, tiens, si je faisais du vin. Et mon père qui dit, mais pourquoi ? Mais tu es ingénieur, pourquoi tu vas faire du vin ? Et moi, c'est grâce à mes beaux-parents qui étaient à ce moment-là, qui venaient de racheter Château Fleur Cardinal, que je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais je ne regrette pas en tout cas. Superbe. À propos, alors la plupart d'entre vous, si je comprends bien, ne regrettent pas la décision. J'imagine quand même qu'il y a des moments de doute, peut-être des questionnements sur la légitimité. Ça, c'est quelque chose qu'on vit tous. Valentine, vous m'avez dit que parfois vous doutez. Vous m'avez dit dans l'entretien qu'on a eu avant cette rencontre que c'est vrai qu'avant ça fonctionnait sans vous, puisque vous avez pris la suite de vos parents et notamment de votre père. Vous pouvez nous parler un petit peu de ça, ce sentiment parfois de doute ? C'est vrai que tout a changé tellement vite aussi depuis 10 ans que j'ai quand même un peu moins de doute aujourd'hui. Mais c'est vrai que quand je suis arrivée, il y avait déjà une structure en place. Mais c'est vrai que j'ai constamment ce besoin d'apprendre.
de me nourrir aussi de compétences. Et c'est très important pour moi dans cette logique de toujours être suffisamment alerte de tout ce qui se passe pour mieux avancer. Le fait d'apprendre, ça vous aide à surmonter les doutes ? Oui. Donc, je fais beaucoup de formations, je lis beaucoup. Et moi, j'ai pas de diplôme dans le vin, donc c'est vrai que j'ai beaucoup appris en observant. J'ai eu la chance de pouvoir tourner avec plusieurs personnes de l'équipe de Renoncourt dans différents châteaux au début, quand je suis arrivée en 2013-2014. Donc, j'ai pu me faire aussi une idée de comment nous, on se positionnait dans tout ça. Donc, c'était très enrichissant et voilà, c'est très important pour moi. D'apprendre en continu. Alors Sandrine, j'ai envie de dire, malgré votre parcours, vous m'avez dit, j'ai toujours eu le doute, mais cela ne m'empêche pas d'avancer. C'est vrai que vous êtes docteur en œnologie. On est étonné de cette, en fin de compte, de ce doute qui vous habite, peut-être en fait de cette humilité. Enfin, c'est ce que ça. Enfin, moi, c'est le sentiment que ça m'a fait. Donc, je trouve ça très intéressant. Les gens que vous avez en face de vous, vous êtes donc docteur en œnologie, ça les impressionne ou ça les agace ? Je ne sais pas, et puis ce n'est pas quelque chose que je revendique tous les jours, loin de là. Donc les gens ne le savent pas forcément. Après, franchement, le doute, je pense qu'on est tous traversés dans notre vie professionnelle et ailleurs de doutes, et ça fait partie de la vie. Moi, je considère que c'est même important et stimulant, et c'est même presque une preuve aussi de bien-être mental que d'avoir du doute, quoi, heureusement. Et ça forge aussi le respect des autres. Voilà, je pense que c'est très important, et ça n'a jamais été un frein. Voilà, j'ai des doutes, c'est évident. Le syndrome de l'imposteur, le manque de légitimité, je l'ai encore, je me pose encore des questions tout le temps, c'est évident, mais ça n'est pas un frein. Heureusement, j'avance, et ça m'empêche pas d'avoir de l'ambition aussi. Voilà, donc. Et comment vous faites pour surmonter ce doute, voire de le transformer en ambition ? C'est fantastique, ça. Je ne sais pas trop, mais je pense que j'ai quand même un peu confiance en moi malgré tout. Le doute est là, mais on avance. Et puis, pareil, moi, je continue à apprendre. Je m'instruis tout le temps. Et puis, chaque jour, on a quelque chose de nouveau et qu'on apprend. Et ça, j'adore ça. Enfin, je trouve que c'est important tout au long de sa vie de continuer à apprendre, à s'informer, à se cultiver. Donc, c'est stimulant, en fait. C'est comme ça qu'on se renforce, en se cultivant. Ah, exactement. Caroline, vous travaillez en famille, même en couple. Est-ce que c'est plus difficile, la légitimité en famille, en fin de compte ? Vous voulez dire ma place au sein de la famille ? Oui, parce que moi je suis la belle-fille. Et en plus, j'ai commencé à travailler seule avec mes beaux-parents en 2012, avant que mon mari, donc leur fils, nous rejoigne. Ce qui d'ailleurs a donné lieu à des situations marrantes où je me retrouvais en dégustation. Et je montrais à l'époque la petite plaquette et il y avait la photo de mes beaux-parents. Et donc je montrais la plaquette et on me disait « vous ressemblez tellement à votre maman ». Alors je disais, oui, c'est vrai, mais cette dame n'est pas ma maman, c'est ma belle-maman. Donc moi je pense que j'ai le doute plus toujours. D'abord parce que je ne suis pas bordelaise, je ne suis pas du vin, je suis la belle-fille. Et je dois dire que quand vous m'avez demandé d'intervenir ici en tant que femme du vin, je me suis dit, alors tu n'es pas bordelaise. Tu n'as aucune attache du vin, la famille n'est pas du tout bordelaise non plus, on a 25 ans d'existence, enfin voilà, donc la légitimité et le doute, chez moi c'est permanent, c'est sûr et certain. Nous dit Caroline qui a eu le Global Best of Wine Tourism 2026. Belle preuve de légitimité quand même, voilà. Du travail. Oui, exactement, beaucoup de travail. C'est peut-être ça aussi le travail, aussi qui aide à surmonter le doute. Je pense que vous êtes la preuve aussi, voilà, que le travail paye. Je pense que on apprend et puis on se doit. Enfin, moi, je me dois d'être à la hauteur. D'abord de mes beaux-parents qui nous ont légué cette propriété, d'être à la hauteur de la région qui nous accueille,
et d'être à la hauteur voilà, quand on vous demande d'intervenir sur le sujet, il ne faut pas se tromper, quoi. Donc il faut savoir de quoi on parle et il faut être bon. Alors, vous m'avez dit quelque chose d'intéressant aussi dans notre entretien préalable, c'est que l'avantage de travailler en couple, c'est qu'il y a l'égalité de salaire. Oui, chez nous, oui, c'est vrai. Et puis Pas mal, surtout, ça. on est très complémentaires. On ne pourrait pas d'abord vivre l'un sans l'autre. On est un peu comme Léomard dans Friends, là, qui avancent tous les deux en se tenant la pince. Et, Est-ce que vous avez l'image? je sais pas, il faut être fan de la série Friends, mais vous regarderez. Mais du coup, il y a le fait d'avancer en binôme avec mon mari et de se dire que tout ce que je ne sais pas faire, il sait le faire, et inversement. Donc comme ça, on s'aide tous les deux, parce que lui non plus, il n'est pas bordelais, il est limougeau, voilà. Donc on s'aide tous les deux. Très bien. Alors, il y a aussi on va dire le doute, la légitimité. Je sais que parfois on rencontre ce qu'on appelle le plafond de verre. Alors, ça existe dans le monde du vin, mais Hélène, vous qui avez fait aussi des études de droit dans d'autres pays, je me demandais si, d'après vous, le plafond de verre est pire dans le monde du vin ou dans d'autres domaines. En tout cas, est-ce que vous l'avez vu, vous, ce plafond de verre? Est-ce que vous l'avez vécu? Je peux pas dire que je l'ai vécu, mais après, moi, j'ai presque toujours travaillé à mon compte. Je pense que dès le début, j'ai senti que le cadre de la grosse entreprise, c'était pas du tout fait pour moi. Donc, j'ai un peu toujours juste fait mon truc, fait ma petite entreprise de mon côté. Donc, c'est pas forcément quelque chose que j'ai ressenti. Et aujourd'hui, je peux pas dire que je le ressente encore, que je le ressente dans le monde du vin non plus. Il y a des freins, il y a des avantages aussi. Mais un plafond de verre, c'est pas quelque chose que je ressens, non. Très bien. Je vous propose qu'on parle maintenant de la transmission, qui est un sujet qui me tient à cœur, parce que je crois que dans le monde du vin, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais avant, je vais vous demander chacune de me raconter votre souvenir le plus drôle dans le vin, dans votre métier. Ou aussi, si vous préférez, un moment de solitude, ou voilà, quelque chose, une petite anecdote. Qui veut commencer ? Allez, je me lance. Oui, allez-y. Alors, nous, on a eu on reçoit beaucoup la propriété. Donc, il y a eu souvent des situations vraiment rocambolesques. Donc, je ne vais peut-être pas citer cet exemple. Je citerai peut-être un voyage au Cambodge avec mon père. Il y a une dizaine d'années, on s'était retrouvés à faire des foie gras avec du poivre de Campote. Alors, il a fallu improviser, aller dans un marché local pour trouver tous les ustensiles et y retourner 2, 3, 4 fois. À chaque fois, il manquait quelque chose. Et ça a été beaucoup de fou rire à ce moment-là. Et c'est un très beau souvenir que j'ai avec lui en voyage. Et vous aviez associé des vins à cette dégustation ? Oui, bien sûr. Ah, ouais. Mon importateur à l'époque était producteur de poivre. Ah oui. Et donc, on avait réussi à faire un pont. On avait fait une soirée après avec des médias locaux, etc. Mais c'était nous qui avions fait la cuisine. Voilà, parce que nous, on a quand même très, très axé sur la cuisine chez nous. Donc, c'est quelque chose de présent. D'accord. Et l'accord avait fonctionné avec le poivre ou... Ça fonctionne, Ça a fonctionné, ouais. Bravo. Bel exemple. Vous avez d'autres exemples de moments un peu drôles lors de vos voyages ou peut-être le rapport au vin dans d'autres cultures aussi, qui est vraiment très différent du nôtre. Peut-être où ça a été difficile de présenter de votre vin, qu'il n'a pas été perçu du tout de la façon que vous aviez anticipé. Caroline, vous avez un exemple en tête ? Oui, je me rappelle d'une dégustation à Shanghai où on venait de déposer le nom chinois de Château Fleur Cardinal, qui est en fait, il y a 2 symboles. Il y en a un qui veut dire la concubine, mais qui est la 2e femme la plus importante derrière l'impératrice, et les fleurs. Donc c'est un peu la reine des fleurs, la dame fleurie, enfin voilà. Et moi, je suis passionnée de langue, et je me suis dit, je vais essayer de prononcer le nom en chinois. Et il y avait un interprète à côté de moi, et il y a donc des gens qui viennent pour déguster, et je dis le nom. Et il me regarde et l'interprète me dit... Et en fait, il me dit, t'as mal prononcé, en fait, t'as dit le mot patate. Donc, c'était château patate quelque chose. Et
ça n'a pas fonctionné. Voilà, mais personne ne vous en a voulu, parce que quand même, il faut un sacré courage pour se lancer dans une prononciation en chinois. Oui, mais bon, château patate, Mais donc ça ça n'a n'a pas pas marché. fonctionné. Alors bon, la transition est parfaite avec vous, Caroline, parce que donc le sujet de la transmission, vous m'avez dit, pour vous, ce qui vous intéresse, c'est les nouveaux langages du vin. Vous m'avez dit ça à plusieurs reprises. Vous m'avez dit que la transmission, elle passait par là. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce que vous avez vraiment une vision très intéressante sur la question de transmettre la parole aussi, les mots qu'on utilise, les mots que l'on choisit. Ben, je fais le constat que les vins, un peu partout dans le monde, les vins sont maintenant très bons. Et pourtant, il y a, alors on en parle beaucoup, il y a une déconsommation, des gens qui consomment beaucoup moins de vin. Et moi, je dis toujours à mes équipes, n'oubliez jamais qu'on peut faire les meilleurs vins du monde, avoir des terroirs exceptionnels, voilà, des endroits magnifiques à visiter. S'il n'y a personne pour déguster le fruit de notre travail, on est mort en fait. Et je pense que le vrai sujet, c'est pas de faire des bons vins. On sait faire des bons vins. On sait faire des vins faciles à boire, des vins plus complexes, des vins qui sont à boire tout de suite, des vins qui sont à boire plus tard. Mais le vrai sujet, pour moi, c'est comment on en parle. Et le fait de ne pas avoir été dans le monde du vin, d'être arrivé dans ce monde vu de l'extérieur, où je me suis dit, c'est un produit qui est merveilleux, mais la manière dont on en parle, c'est franchement ennuyeux. J'avais souvent l'impression que c'était des fiches techniques, où on me disait, voilà, c'est 38% de machin, il y a la fermentation qui dure tant de jours. Ça ne me parlait pas du tout. Et il n'y a pas longtemps, j'écoutais un podcast qui disait, le monde n'a pas besoin de produits, le monde a besoin de solutions. Et quand on essaie de me vendre, entre guillemets, un vin en me disant, il faut que tu l'achètes parce qu'il a passé 15 mois en barrique, je ne vois pas comment ça peut en fait répondre aux attentes du consommateur. Donc c'est le fait d'arriver avec ce regard-là qui me fait dire, il est temps de changer la manière de parler du vin. Pas de changer le vin, parce que moi je suis convaincue qu'il faut continuer, que Bordeaux doit rester Bordeaux, qu'il faut continuer à faire ces beaux vins de garde, et puis après à élargir sa gamme, à faire des vins plus faciles, mais en tout cas, notamment, parce que c'est vraiment ce qui nous concerne, mais ces grands crus classés, faire du travail sérieux, mais pas trop se prendre au sérieux. Et donc surtout, comment est-ce qu'on arrive à transmettre ce métier pour les générations, on en parlait juste avant, comment est-ce qu'on en donne envie aux gens soit de faire ce métier, ce qui est quand même idéal pour nous, soit de s'intéresser à notre vin, eh bien, il faut les amener à être beaucoup plus maîtres de leur perception. Parce que le vin, c'est quand même une boisson comme plein d'autres, mais qui a ce goût très complexe, très nuancé, dans lequel il faut rentrer. Et on ne peut pas guider des gens dans ce goût complexe en utilisant que de la technique. Donc si on utilise la musique, si on utilise l'art de manière générale pour donner des images et se frayer un chemin dans ce goût qui est complexe, alors on éclaire d'un seul coup une petite lumière dans le cerveau et les gens peuvent se dire mais en fait c'est intéressant. Et ce que je t'ai dit, c'est qu'il y a une dizaine de jours, j'ai le château de Cognac. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un du château de Cognac qui est là ce soir, mais je les remercie beaucoup parce qu'ils m'ont envoyé un rappeur américain. Et ils me disent, voilà, ils sont très intéressés puisqu'ils viennent en groupe, parce que tu fais le vin et la musique et ils veulent voir à quoi ça ressemble. Donc je les accueille, très grand copain d'enfance de Jay-Z pour ceux qui connaissent un peu le rap américain. Et il vient, et donc je l'accueille, je lui dis, voilà, on va faire une dégustation vin et rock. Alors je lui dis, je suis désolée, c'est pas du vin et du rap. Il me dit, ah, il n'y a pas de problème. Donc on fait la dégustation. Et à la fin de la dégustation, il me dit, est-ce que je peux acheter le vin ? Je lui dis, bien sûr. Ses copains le regardent en disant, toi, tu vas acheter du vin ? Et ils me disent, madame, il déteste le vin rouge. Et en fait, il m'a dit, là, j'ai dégusté le vin, j'ai découvert le vin rouge comme je ne l'avais jamais bu avant. Tout ce que j'ai testé, je viens de découvrir quelque chose. Et pour moi, il est là le sujet. C'est quelqu'un qui n'aime pas, et moi, je faisais partie de ces gens qui n'aimaient pas, d'un seul coup, comment on allume sa lanterne. Et donc, c'est via la musique que ça a fonctionné. Belle, jolie histoire. Et là, du coup, il a acheté des tonnes de caisses de vin qu'il s'est fait livrer chez lui. Il est américain, donc il a regardé les taxes, il a regardé tout ça. Non, il est reparti avec quelques bouteilles dans sa valise. Dans sa valise. Ah, pas de livraison en Californie. Mais il m'a promis qu'il en parlerait à tout le monde sur la côte ouest. Très bien. Et à Jay-Z, j'espère pour vous. Superbe histoire, merci. Alors Hélène, quand on parle de transmission, on peut aussi parler évidemment transmission familiale. Vous m'avez dit mon père n'avait pas d'ego, il me mettait en avant.
Ce qui était plus difficile, c'était la reprise de l'entreprise, l'affect et l'émotionnel. Pas facile de travailler en famille aussi. Surtout que parfois, les parents veulent transmettre, mais souhaitent aussi en même temps autre chose pour nous. Vous pouvez en parler un petit peu? Oui, je pense que pour mes parents, c'était exactement ça. C'est que, mon père, c'était vraiment ce tiraillement entre les deux. C'est-à-dire que, en un sens, lui, il avait eu un profil un peu comme le mien, puis il avait repris à ses parents, et il a un attachement émotionnel au domaine qui est énorme. Et il savait que, parce que j'ai 3 frères et sœurs, mais il savait que si c'était pas moi qui reprenais, personne d'autre reprendrait. Donc il espérait quand même que ça reste dans la famille. Il voulait pas que le domaine soit cédé à quelqu'un d'autre. Mais en un sens, il sait aussi ce que c'est. Il sait ce que c'est de gérer un petit domaine. Il sait que c'est difficile financièrement. Il sait que c'est difficile mentalement. Il sait que c'est difficile aussi physiquement. Et donc je pense que s'il enlève tout cet affect et tout ce côté émotionnel, il veut autre chose pour moi. Mais lui, il est tiraillé vraiment entre les deux. Ma mère, c'était plus non, surtout ne fais pas ça. Parce que elle, c'était pas sa famille. Et je pense que même si bien sûr elle était quand même attachée à tout ça, elle avait un regard un petit peu plus extérieur. Et elle avait été le témoin de tous ces hauts et ces bas justement de mon père au fil des années. Et je pense que c'est une histoire qui est commune à plein de parents qui ont repris un héritage familial comme ça et qui, en un sens, ont envie de le voir perdurer, mais qui aussi veulent éviter tout ça à leurs enfants. Valentine, vous m'avez dit, mon père me présentait en tant qu'avocate. Mais en même temps, vous m'avez dit aussi, je suis rentrée par la petite porte. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette transmission familiale ? Après, j'étais assez jeune quand j'ai démarré, et puis je parais assez jeune, donc j'avais 24-25 ans. Donc, surtout à l'étranger, c'était une question de statut. Quand on paraît jeune, je pense que quand on arrive avec 2 générations, c'est aussi poser un peu le cadre. Voilà. Donc après, la transmission s'est fait vraiment sur un temps long. Moi, j'ai vraiment su que ça se ferait sur un temps long et que j'avais besoin d'appréhender toutes les facettes de l'entreprise au fur et à mesure. Et c'est vraiment quelque chose que je ne regrette pas d'avoir fait, parce que c'est vrai que mon père n'est plus là et ma maman est bien là encore et j'ai vraiment plaisir à travailler avec elle. Vous dirigez le domaine toutes les deux. On dirige le domaine toutes les deux. Et c'est un plaisir d'avoir vécu ça. Maintenant, c'est vrai que on va dire que je suis en pleine possession de tous les rôles de l'entreprise et que ça ne me fait pas peur aujourd'hui de reprendre le domaine, même malgré le contexte. Mais je pense que je n'aurais pas cette confiance si je n'avais pas vécu ces 10 dernières années là. Accompagné et avec cette transmission. Avec cette transmission, avec les hauts et les bas que ça implique aussi, parce que travailler en famille, c'est pas toujours rose non plus, mais très enrichissant. Et c'est vrai que mon père était très visionnaire aussi, avait un charisme assez fort. Et je pense qu'avoir pu... et puis ça, qu'il y a des clients qui sont encore là, et il fait toujours partie de l'aventure, quelque part. Donc c'est ça qui est assez beau aussi. Très bien. Sandrine, parlez-nous un petit peu des nouvelles générations qui veulent travailler dans le monde du vin et qui prendront notre suite. Comment ça se passe avec ces nouvelles générations? Comment vous leur transmettez les métiers? Assez simplement. Moi, j'adore transmettre. Alors, pour le coup, on peut approcher la partie transmission par aussi l'enseignement. Donc, c'est quelque chose que je pratique et que j'adore faire. Alors, je l'ai fait pendant longtemps pour l'école d'ingénieurs de Montpellier, Supagro, où j'allais faire un cours sur les vins liquoreux. Mais je le fais depuis de nombreuses années aussi pour des professionnels du vin, dans le cadre du DUAD, où je donne donc à des professionnels, mais souvent jeunes quand même, un enseignement sur les vins liquoreux aussi. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire.
Je me suis toujours entourée aussi d'alternants, de stagiaires, aussi bien à IKEM que encore maintenant à Guiraud. Alors à Guiraud, j'ai moins le temps de m'occuper, mais j'incite fortement mes équipes à recruter des jeunes et à les former. Je pense que c'est très important, leur montrer l'exemple aussi de femmes qui travaillent dans ces métiers un peu difficiles, on l'a compris. Donc voilà, ça me paraît très important. Et je suis assez confiante, d'abord parce que voilà, la parité est vraiment installée maintenant dans les nouvelles promotions d'élèves énologues, élèves ingénieurs. Donc ça, c'est très bien. Je crois qu'il y a moins de barrières qu'autrefois. Donc je suis assez confiante pour l'avenir. Et voilà, les messages que j'essaie de faire passer tout le temps, c'est voilà, ne vous mettez pas de barrières. En fait, voilà, les doutes, encore une fois, on les a, mais voilà, pas de barrières. Tout est possible. Voilà, tout est possible et vivez votre rêve. Oui. C'est un magnifique message, d'autant que ce soir, nous avons des étudiants et des étudiantes avec nous que je salue. Voilà. Prenez-en plein les oreilles, voyez, tout est possible. Vraiment, merci pour ce message très, très positif. Alors, on va faire justement le lien avec le leadership et le management. Mais avant, je voudrais vous poser une petite question, parce que moi, mes clients, ils me demandent souvent, avec un air un peu comme ça, un peu coquin, il paraît qu'en France, on fait goûter le vin aux enfants. Est-ce que vous faites goûter le vin à vos enfants? Et voilà. Alors, vous, est-ce que vous faites goûter le vin à vos enfants? Alors, les miens sont très grands maintenant. Est-ce que vous avez fait goûter le vin à vos enfants? Bah oui, je leur ai fait goûter. Alors, la question qui suit en général, c'est à partir de quel âge? Oui, alors ça, je ne sais pas dire, mais un peu trop tôt sans doute. Mais voilà, une goutte, voilà, pour initier. Pour apprendre. C'est ça. Mais alors, c'est pareil, enfin. Bon, moi, je ne suis pas du tout du milieu du vin non plus, hein, à la base. Alors, je suis bordelaise, en revanche. Donc, j'ai quand même baigné dans le monde du vin. J'avais un papa passionné de vin. Mais je ne suis pas de ce milieu-là. Et je n'ai jamais... la culture vin et l'amour du vin, si je l'ai transmis à mes enfants, c'est insidieusement. C'est-à-dire que ce n'était pas quelque chose de très oppressant à la maison. Je ne passais pas mes week-ends à faire des dégustations. Est-ce qu'ils sont d'accord avec ça, vos enfants? Ils ont le même point de vue. Est-ce qu'ils n'ont pas trouvé qu'on parlait tout le temps de vin à la maison? Alors, ça, j'avoue que les vacances, c'est arrivé qu'ils se plaignent quand même. Parce que mon mari, que je connais depuis qu'on est très jeune, s'est pris de passion pour le vin. Et c'était très souvent pendant nos vacances qu'on consacrait au moins 2-3 jours à visiter des domaines. Et c'est vrai que les enfants petits finissaient par nous dire « Bon, quand est-ce qu'on va à la plage? Quand est-ce que... » Oui, ça c'est vrai. Je me permets de vous poser la question parce que j'ai le même problème, figurez-vous. Oui. Très bien. Oui, vous, Valentine, vous faites goûter vos enfants? Un petit peu. Ils sont là, donc ils peuvent répondre. Mais quand j'ai vu l'autre jour mon fils de 7 ans prendre un verre ballon, mettre du jus de cranberry dedans et nous imiter en train de boire du vin, et voilà, je me suis dit que la ressemblance était quand même assez frappante et qu'il devait quand même beaucoup nous observer en train de déguster et qu'il le faisait très très bien, je dois dire. Donc c'était assez drôle. Mais oui, il goûte un tout petit peu. Voilà. Et vous, Caroline? Moi, j'ai 2 filles de 12 et 15 ans et assez tôt, je voulais qu'elles goûtent aussi quelques gouttes, mais ne serait-ce que pour appréhender ce goût un peu particulier et que la phase de rejet qui est normale, finalement, passe un peu plus, mais avec quelques gouttes, bien sûr. Vous, Hélène, je sais que vous avez des nièces et des neveux. Ils goûtent un petit peu aussi dans le cadre familial ou... Non, alors, bon, elles ont 1 an et 3 ans. Ah oui, alors en effet, on oublie. J'espère qu'il n'y a personne... Je pense que c'est un peu jeune. Mais non, mais par contre, c'est marrant pour revenir sur ce que disait Sandrine, sur justement, c'est pas oppressant pour mes enfants et peut-être qu'eux vont dire que ça l'est. Moi, justement, petite, je trouvais ça insupportable, mes parents qui parlaient de vin tout le temps. Et vraiment, je trouvais ça insupportable parce que ma maman travaillait aussi dans le vin. Et j'avais l'impression que toutes leurs discussions, c'était là-dessus, et qu'ils ne pouvaient pas juste boire un verre de vin tranquillement, quoi. Il fallait qu'il en parle forcément. Et maintenant, je comprends. Donc, Bon, espérons que personne avec des oreilles mal intentionnées ait entendu cet échange, hein, mais on voit quand même
on va dire une tendance certaine se dessiner. Alors, parlons du leadership et du management dans le monde du vin en 2026. Parlons-en. Sandrine, à votre avis, est-ce que le management à Bordeaux s'est amélioré depuis 20 ans, 30 ans, 25 ans, depuis que vous travaillez dans le monde du vin? Alors, c'est difficile de parler de ça de façon générale. Votre expérience, parce que vous n'avez pas toujours été non plus directrice générale, vous avez aussi une expérience. Oui. Puis même après, en tant que directrice générale, vous avez votre type de management, c'est intéressant. Peut-être vous avez appris vos expériences. Ah oui, oui, absolument. Alors ça, oui. Alors, toujours pareil, ça on apprend tous les jours, hein, et le management en particulier. On se laisse encore surprendre. Voilà, donc l'expérience est très importante dans le management, je pense. En tout cas, je pense que j'ai démarré ma carrière, je n'avais aucun leadership, il me semble pas. En tout cas, c'est pas quelque chose qui était inné chez moi, et ça a été à mes débuts vraiment une des plus grosses difficultés que j'ai eues. Ça n'a pas été la technique, ça n'a pas été le fait d'avoir la responsabilité de faire les 20 d'ICEM, même si la pression était forte, ça m'a jamais fait peur. En revanche, manager les équipes, ça a été très difficile à mes débuts. Quand j'ai été nommée maître de chez, j'avais 30 ans, et voilà, s'imposer à cet âge-là, pas en tant que femme, c'est pas le sujet, mais à 30 ans. Face à des gens qui avaient beaucoup d'expérience, j'ai dû apprendre vraiment sur le tas comment faire passer le message avec toute la bienveillance que j'ai en moi. Je suis pas du genre à donner des ordres sans explication, etc. Et quand j'ai démarré, le management était souvent comme ça, c'est-à-dire on donnait des consignes, on n'expliquait rien. Et puis voilà, allez-y, faites le travail et ne posez pas de questions. Et ça, c'était pas du tout ma philosophie. Donc, et en ça, en 30 ans de carrière, je l'ai vu changer radicalement. Et maintenant, évidemment, plus personne ne manage comme ça. Heureusement, on partage les informations. En tout cas, on essaie. Et puis d'écouter les collaborateurs. Ils ont souvent de très bonnes idées. Donc, oui, moi, j'ai vu le management évoluer, mais j'ai évolué aussi avec l'expérience. C'est évidemment dans cette discipline-là, l'expérience est hyper importante. Caroline, lorsqu'on a échangé aussi, vous m'avez dit que le fait d'avoir des femmes dans son équipe augmente la créativité. Alors c'est intéressant comme point de vue. Vous pouvez nous expliquer un petit peu? Alors chez nous, tous les cadres sont des femmes. En fait, mon mari est un peu tout seul, puisque j'ai une directrice technique, j'ai une responsable QHSE, une femme qui gère le pôle expérience. Et ce qui est formidable, c'est que même ma directrice technique est une femme extrêmement créative, très artistique aussi. Elle peint, elle écrit, elle danse. Et ça, c'est formidable parce que ça vient nourrir le travail. Et je dois dire que quand on a dû recruter un nouveau directeur, une nouvelle directrice, on a eu plein de CV, des gens très capés d'un point de vue technique, mais on cherchait le savoir-être et on cherchait ce côté créatif. Parce que la maison Cardinal, c'est une maison créative. Donc on s'est dit, même dans ce que l'on va rechercher en termes de profil pour le vin, il nous faut ce type de profil. Et elle s'est présentée. Je pense qu'on a plus parlé art que technique lors de l'entretien d'embauche. Donc la créativité comme une soft skill pour travailler à la maison Cardinal. Oui, parce que, et encore plus, je trouve, en ce moment, il faut être agile. Je suis d'accord avec toi, Sandrine, il y a toujours une solution. Mais pour ça, il ne faut pas se freiner. Il faut laisser beaucoup d'idées émerger. Et on a besoin de gens qui sont ouverts à ça, qui sont ouverts au changement, aux nouvelles idées. Et derrière, qui sont par contre sont capables aussi de les mettre en œuvre. Et je trouve que la créativité, en ce moment, pour la filière vin notamment, est une force énorme qui va aider à rebondir. Valentine, donc 2 femmes à la tête du château Ostens-Piquant, votre mère et vous. Ça se passe comment face aux importateurs de certains pays un petit peu plus orientés Très très bien.
C'est vrai on a toutes les deux un caractère assez fort. On a déjà eu, aujourd'hui même, on était au château, on a reçu un importateur. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a aucun problème avec le fait que 2 femmes à la tête d'un domaine, je pense que c'est plus ce qu'on dégage qui est important qu'on soit une femme ou un homme. Aujourd'hui, ça, pour moi, c'est pas un sujet. Très bien, vous incarnez le domaine. On incarne le domaine tant qu'on l'incarne, et avec notre personnalité, je pense que c'est ça qui est le plus important. Hélène, vous faites tout toute seule, vous l'avez dit, hein, vous aimez bien ce côté entrepreneur, voilà, autonome finalement. Mais pour faire ça, surtout toute seule, il faut beaucoup d'énergie. Et vous la trouvez où, cette énergie? C'est quoi votre combustible pour arriver à faire tout? Je pense que c'est déjà un optimisme peut-être un peu trop débordant. Parce que, je pense qu'il faut trouver la limite entre être très optimiste et être irréaliste. Mais c'est important, parce que pour moi, justement, pour se lever tous les matins, et il y a vraiment, quand on fait comme ça, moi je gère tout dans tous les aspects du domaine, il peut y avoir des journées où on a l'impression que vraiment on est la reine du monde parce que tout se passe bien. On va avoir 3 clients qui vont nous appeler, un importateur qui dit ah oui ça y est, je veux prendre vos vins, et puis je sais pas, tout se passe bien dans la vigne, les vins goûtent super bien. Et là on se dit mais allez ça y est, je coche toutes les cases. Et puis le lendemain, mais rien ne va. Tout d'un coup, je sais pas, les vins goûtent mal, et puis il y a une commande qui s'annule, ou je sais pas, et puis bon, que des problèmes. Donc c'est savoir un peu gérer ses hauts et ses bas, et savoir profiter des hauts, mais sans se faire porter par l'énergie des hauts, on va dire, et ne pas se laisser complètement asseoir par les bas, parce que je pense que j'ai cette capacité quand même à, parfois certains bas je les encaisse difficilement, mais je les encaisse rapidement quand même, et je digère et je repars. Donc rebondir. Ouais, je pense que c'est important de vraiment savoir digérer rapidement, parce que en fait on n'a pas le temps de trop encaisser et de se sentir mal pendant trop longtemps. S'apitoyer, ce qu'on appelle la résilience en fait, rebondir rapidement. Ouais, et j'aime et pas dire continuer s'apitoyer d'avancer. parce que malheureusement, mais oui, c'est se sentir mal, et on peut pas se le permettre. Donc vraiment savoir continuer à avancer. Et je pense que parfois c'est un problème que j'ai aussi, c'est que moi j'encaisse, puis à un moment ça déborde par contre. Mais par contre j'arrive bien à encaisser comme ça rapidement et continuer. Et ça c'est important parce que tout bouge très vite. Et au final il faut savoir se rappeler que même si on a justement ce jour où on a l'impression de se prendre 30 coups de brique dans la tête, peut-être que demain on aura l'impression à nouveau d'être la reine du monde. Donc on ne sait jamais. Très bien. Alors, vous savez que cette rencontre a lieu aussi autour de la Journée internationale des droits des femmes. Nous avons la chance, juste après cette rencontre, de déguster vos vins. Et d'ailleurs, nous vous en remercions. Mais j'aimerais savoir, selon vous, quel est le vin idéal pour célébrer cette journée du droit international des droits des femmes? Si vous aviez un vin à choisir ou à recommander, lequel serait-ce? Sandrine? Un vin liquoreux, bien sûr. Ah oui, alors précisez, un liquoreux de quelle région? Un vin de Sauternes. Non, évidemment, je suis fan. C'est vrai, vous êtes fan? Ah oui, vous aimez le Sauternes? Oui, vraiment. Oui, j'aime beaucoup, vraiment. Après, il y a quelques vins liquoreux qui m'embarquent. Par exemple, j'en ai un en tête que j'adore, et chaque fois que je le goûte, je me dis oh là là, mais que c'est bon. J'adore Klein Constantia d'Afrique du Sud. Voilà, donc vous avez remarqué vous aussi que Sandrine Garbet a bon goût. Donc peut-être, voilà, en l'honneur des droits des femmes, un petit verre de Klein Constantia. Ah oui. Valentine? C'est une bonne question. Est-ce que je tombe dans le piège de dire qu'il faut goûter mon blanc? Si, c'est une bonne idée, je pense. Ou peut-être, voilà. Bon, après, moi, c'est vrai que je suis fan de Mont Blanc. Il y a pas on va le goûter après, c'est bien ça. On va le goûter, bien sûr. Parfait. Mais ça pourrait être du champagne aussi, pour célébrer le droit des femmes, pourquoi pas. Quelque chose qui est un peu joyeux
et pétillant, mais Bonne idée, toujours une bonne idée. toujours une bonne idée, Un champagne. hein. oui, oui. Ouais, à toutes les occasions, Ah ouais, c'est une bonne idée. d'ailleurs. Mais c'est vrai que voilà, après moi, notre blanc, c'est un peu notre carte de visite, voilà, c'est notre identité aussi. Donc c'est quelque chose que j'aime bien mettre en avant. Et D'ailleurs, vous avez une presse exceptionnelle sur ce vin blanc que nous aurons la chance de goûter juste après. c'est vrai. En ce moment, on a Belle quelques reconnaissance. belles reconnaissances qui autour de nous. Superbe. Caroline, quel vin choisiriez-vous? Je ne vais pas faire très original, mais le vin que j'ai choisi ce soir, il est à l'image pour moi de cette journée. Parce que pour moi, le plus important dans la vie et dans le vin, c'est l'équilibre. C'est être capable d'osciller entre ce côté, dans le vin, dans la vie c'est un peu bizarre de dire ça, mais le côté très charnu, très large et en même temps sur le fil, avoir cette sensation d'énergie mais contrôlée. Et c'est pour ça que j'ai pris un 19 ce soir, parce que c'est une vraie vague de fruits très puissante, mais tellement soyeuse, tellement lisse, que je trouve que c'est une belle image pour les femmes du vin, pour les femmes qui ouvrent le chemin, d'être à l'équilibre, d'avoir cette puissance maîtrisée, d'assumer en fait les deux côtés, la puissance et l'élégance, et cette énergie, mais parfaitement sur le fil. Nous avons très envie de goûter. Hélène? Moi, je pense au vin d'une vigneronne que j'aime beaucoup, qui s'appelle Vanessa Cherriot, qui est au château de Plaisance en Anjou. Je suis allée visiter son domaine il n'y a pas longtemps, quand j'étais dans la Loire là, pour les salons. Et en fait, moi, j'ai aussi un projet sur mon domaine de replanter beaucoup de blancs, notamment avec des cépages qui ne sont pas forcément des cépages bordelais. Et donc, j'aime beaucoup visiter d'autres régions viticoles et m'inspirer de ce que font d'autres gens. Et elle, c'est vraiment une vigneronne qui m'inspire énormément. Elle est hyper rigoureuse dans son travail, que ce soit à la vigne, au chai, dans le packaging de ses vins, tout est impeccable et les vins sont vraiment délicieux. Donc, si vous aimez le chenin, franchement, goûtez, c'est excellent. Oui, oui, on aime le chenin. Merci. Alors, on va parler biodiversité et production responsable, parce que c'est vraiment un fil vert entre vous. Valentine, quand on parle de biodiversité, vous me dites « j'ai envie d'apprendre ». Oui, alors déjà, au domaine, on a quand même... on est assez bien lotis, on a de l'espace, on a de la biodiversité qui est déjà présente. Bon, on a toujours gardé les forêts qui sont sur le domaine, donc on a déjà une biodiversité naturelle, et je pense que ça donne une vraie sensation de respirer quand on est chez nous, et je pense que c'est ça qui est beau, et qui donne aussi des bons vins, bien sûr, parce que je crois beaucoup que ça donne une protection naturelle au domaine. On est passé en bio et on a des projets en agroforesterie, et c'est vrai que j'ai envie d'aller à l'étape suivante sur la biodynamie. Et c'est un peu ma réflexion actuelle, et d'apprendre dans ce sens-là, effectivement, parce que je trouve que quand on met le doigt dedans, c'est un univers qu'on ouvre, voilà, le champ des possibles, et c'est passionnant. Hélène, par rapport à la biodiversité, vous dites il n'y a pas que la logique financière. Non. Je pense que pour moi, ça a été un chemin aussi d'apprentissage là-dessus. C'est que quand j'ai repris, j'ai tout de suite passé le domaine en bio, et j'ai voulu faire plein de choses dans ce sens-là. Vraiment aller au-delà. Comme disait Valentine, j'ai aussi exploré les chemins de la biodynamie. Et la biodynamie, c'est vraiment quelque chose où on peut, j'allais dire, le faire un peu à sa sauce. C'est qu'on peut en faire un petit peu, on peut en faire beaucoup. J'ai voulu en faire beaucoup tout de suite. Et justement, je pense qu'après, j'ai un peu de pragmatisme qui m'a rattrapée aussi. Et de me dire, voilà, il faut arriver à conjuguer les deux aussi. Il faut garder ses idéaux. Moi, il y a des choses qui, par exemple, sont pas négociables. Le bio, c'était pas négociable. Je ne voyais pas les choses autrement. Je n'aurais pas repris le domaine si je ne pouvais pas être en bio. Et si je devais arrêter le bio, j'arrêterais tout. Donc, je pense que c'était un peu, voilà, voir ce qui est pas négociable, et puis après, le reste, essayer de l'inclure dans une logique où la rentabilité est aussi à prendre en compte quand même.
Mais c'est vrai que moi, j'essaie de me garder des moments qui sont des moments un peu pour moi. Par exemple, sur le domaine, il y a 1 an et demi maintenant, on a fait un petit projet avec une association qui s'appelle Des enfants et des arbres, où j'encourage vraiment tout le monde à regarder ce qu'ils font parce qu'ils essayent de mettre en lien des agriculteurs, des enfants autour de l'éducation à la biodiversité, au rôle de la biodiversité, à son importance. Et donc, en fait, ils nous ont aidés à travailler avec l'école du village de Fronsac pour planter une haie de 210 arbres sur la propriété. Et c'est toute une journée qui n'a pas juste la vertu de planter, mais de vraiment d'expliquer notre métier aux enfants, parce qu'ils perdent un petit peu ce lien, même s'ils habitent sur un village où il y a énormément de viticulteurs, ils ne savent pas forcément ce que c'est. Et puis vraiment leur expliquer l'importance de l'arbre. Et ça, je trouve qu'on peut, même s'il n'y a aucune logique financière dans le fait de faire un projet comme ça, on peut quand même se réserver des petites poches de temps pour faire des projets comme ça qui sont vraiment un peu plus juste pour faire plaisir, mais qui sont importants. Vous parlez donc de rentabilité. Sandrine, est-ce que c'est compliqué d'expliquer aux actionnaires que Sauterne égale temps long n'égale pas rentabilité immédiate? Oui, ça l'est, un peu. Ça l'est, mais évidemment, quand on s'engage en viticulture et en agriculture, a fortiori, il faut penser au temps long, quoi. Effectivement, les investissements, ne serait-ce que planter de la vigne, le résultat, le vrai résultat, on l'a qu'au bout de 10 ans. Donc, minimum. Donc, oui, le temps long, c'est difficile à expliquer à un actionnaire qui a l'habitude d'avoir des résultats rapidement. Voilà. Donc ça c'est un petit peu compliqué. J'ai la chance. Arrivez. Pardon ? Vous y arrivez visiblement. Oui. Vous trouvez les surtout, mots. Voilà, l'homme d'affaires qui a acheté Guiraud avait déjà un passif d'agriculteur puisqu'il a une propriété dans les Graves depuis 2008. Donc il s'est confronté à la dure vie d'un agriculteur. Alors il n'y est pas au quotidien, mais quand même il a essuyé tous les aléas climatiques qu'on connaît, le gel, la grêle, enfin il savait tout ça. Donc quand même, voilà, il avait cette culture de la difficulté de mener un vignoble. Il n'avait pas la culture des vignobles bio. Par contre, pour lui, comme pour Hélène, c'était une condition non négociable. De maintenir. Alors Guiraud était engagé en bio depuis fort longtemps, mais dans les autres vignobles qu'il a achetés, de maintenir cet engagement en bio, c'était très très important pour lui. Et vous, Caroline, c'est facile de concilier viticulture durable et Saint-Émilion Grand Cru classé? Ah bah oui, à partir du moment où on a un bel écosystème naturel, c'est un peu comme toi, on a une forêt, on a des étangs, on a des ruisseaux, on a des haies, et en plus, comme je travaille les deux versants, côte au nord et côte au sud d'un même plateau calcaire, j'ai deux écosystèmes qui sont bien différents. Et pour moi, en termes de biodiversité, il y a un élément qui pour moi est un gros marqueur, c'est mes deuxièmes filles, plutôt mes troisièmes filles, qui sont mes abeilles. Parce que c'est un indicateur. Si les abeilles vont bien, le paysage va bien. Et je me découvre une nouvelle passion d'apicultrice, à prendre soin de ce vivant. Alors déjà, je suis passionnée d'insectes et on a un gros travail sur justement l'analyse de tout ce qui est écosystème, les arthropodes, les populations d'arthropodes, comment elles migrent sur nos propriétés, comment est-ce qu'elles passent de la forêt à ce petit bosquet, comment est-ce qu'elles vont rejoindre les abords du ruisseau. Et donc, à partir du moment où l'écosystème est riche, naturel, bien en place, où les pratiques sont vertueuses, le vivant, qui est un bon indicateur, se développe naturellement. Et effectivement, certains sont des bons auxiliaires de la vigne. Les abeilles ne sont pas des auxiliaires de la vigne, mais elles sont juste pour le bonheur de l'apicultrice. Très bien. Alors, pour cette dernière partie de rencontre, puisque nous sommes presque à la fin, je vous propose que nous parlions de nos tourismes. Valentine, vous vous accueillez au domaine, vous l'avez dit, mais c'est aussi votre maison familiale. Est-ce que c'est difficile d'accueillir des gens qu'on ne connaît pas chez soi ? Oui, non. Après, voilà, on a toujours reçu assez naturellement. C'est vrai que
d'abord dans un cadre professionnel, mais c'est vrai que finalement, c'est un peu la continuité. Et on aime bien rencontrer du monde de toute façon, donc finalement, ça pose pas tellement de... Voilà, faut mettre un peu de barrière quand même, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, je pense que les... C'est-à-dire que les gens, ils veulent aller voir dans votre... Non, mais après, je pense que j'ai encore des chantiers devant moi, on va dire. Pour ma génération, il y a encore des choses que je pourrais faire au domaine pour ça. Mais c'est un peu dans ce sens-là que je suis en train de créer des séjours gastronomiques. Moi, j'aime bien l'idée de passer du temps avec les gens, en fait. Je pense que le meilleur cadeau qu'on puisse faire avec quelqu'un, c'est de passer du temps avec eux. Et pour qu'ils ressortent, que ce soit 1 heure, 2 heures, mais être complètement dédié, un week-end, 4 jours, 5 jours. Je pense que l'expérience, pour moi, est intéressante dans ce sens-là, de prendre le temps de cuisiner, de prendre le temps de faire découvrir notre univers, tout simplement. Donc, on le fait quand même assez naturellement. Prendre le temps, c'est quand même quelque chose qui revient dans le monde du vin, mais aussi dans le tourisme. Un tourisme qui a plus de sens peut-être. Alors vous, Hélène, vos clients, enfin vos visiteurs vous trouvent par ChatGPT. Bravo. Oui, c'est marrant, on en parlait justement avant. C'est quelque chose qui m'a amené beaucoup de clients récemment, beaucoup de visiteurs qui, même d'Inde, je ne sais plus de quel pays, mais du monde entier, de France aussi. Et c'est vrai que quand les gens viennent, moi je ne suis pas aussi bien organisée pour le no-tourisme sans doute que vous l'êtes. C'est moi qui fais les visites. Et donc il faut prendre rendez-vous, etc. Et donc à chaque fois je me dis mais comment est-ce que les gens m'ont trouvé, parce que j'ai juste une petite page sur mon site qui dit qu'on peut prendre rendez-vous pour des visites. Et donc voilà, beaucoup de gens qui me disaient par ChatGPT. Je me disais ok, mais apparemment il y a beaucoup de gens qui font ça maintenant, qui utilisent ChatGPT pour organiser leur voyage. Et apparemment, ChatGPT a décidé que je devais faire quelque chose de correct et il recommandait mon domaine. Mais sans doute comme il recommande plein d'autres domaines à d'autres gens. Mais ouais, il faut faire attention. On parlait justement avant de l'évolution hyper rapide de ces technologies et puis de la société, et que le monde du vin doit suivre, parce qu'on est peut-être un peu lent parfois dans le monde du vin. Et j'ai l'impression qu'on vient à peine de se mettre à avoir tous des comptes Instagram un peu corrects. Mais c'est déjà complètement dépassé. Et maintenant, il faudrait qu'on sache utiliser ChatGPT pour attirer les clients. En recommandation, en fait. Ouais. Donc, c'est pas facile d'arriver à suivre ça, parce que, encore une fois, on doit faire 50 métiers. Tout ça, c'est pas notre expertise. Et en fait, il faut qu'on soit aussi expert là-dedans. Donc, comme toujours dans le monde du vin, avoir 50 casquettes, quoi. Alors Caroline, nous l'avons dit, vous avez donc reçu le Best of d'Or 2026. Vous accueillez des stars du rap américain, vous l'avez dit. C'est votre truc à vous, le tourisme ? Je ne sais pas si c'est mon truc à moi, mais une fois qu'on s'est bien occupé de toute la partie vignoble, vraiment des vins qu'on voulait faire, il y a eu cette question de se dire quel type de no-tourisme on veut faire. Ça ne doit pas être juste ouvrons les portes et puis on verra bien qui vient. C'est qu'est-ce qu'on a envie d'offrir aux gens. Et je suis d'accord, il faut bien s'occuper d'eux, parce qu'il y a cette volonté de transmettre, peut-être d'inspirer, de donner envie de découvrir les vins, de donner peut-être envie de faire ce métier. Et voilà, et comment on le fait. Et aujourd'hui, je suis vraiment très contente, parce qu'on a pris un parti de se dire, je ne veux pas savoir d'où vous venez. Je ne veux pas savoir quel est votre niveau de connaissance du vin, quel est le contenu de votre portefeuille. Ce qui m'intéresse, c'est quelle est votre envie du moment. Et donc, si vous venez parce que c'est votre anniversaire de mariage, ou c'est parce que vous êtes avec vos petits-enfants, ou alors vous faites une virée à moto entre copains, vous êtes peut-être la même personne à chaque fois, mais vous avez à chaque fois des groupes différents avec lesquels vous venez, vous avez des attentes différentes. Et aujourd'hui, nos visites sont conçues comme ça, pour vraiment dire, c'est un peu comme McDo finalement, venez comme vous êtes, mais en plus français. Et en fait, on va vous faire rentrer dans notre univers avec votre attente du moment et avec le langage du jour. Donc voilà, les arts de la table, parce qu'on est ancien porcelainier de Limoges,
ou la musique, ou la nature, avec un grand périple dans nos parcelles. Ou alors c'est avec carrément la réalité virtuelle pour vous faire vivre les vendanges comme si vous y étiez, alors qu'on est au mois de novembre. Et c'est devenu mon truc. Parce que je me rends compte que c'est pour moi aujourd'hui quasiment aussi prioritaire que de maintenir la grande qualité des vins, de vraiment bien savoir parler et d'arriver à toucher le maximum de gens possible. Et vous, Sandrine, le château Guiraud est ouvert 7 jours sur 7. Hein, c'est j'ai envie de dire, un peu historique. Vous avez même donc un restaurant sur la propriété, donc la chapelle de Guiraud. Parlez-nous un petit peu le fait d'avoir un restaurant sur le domaine. Est-ce qu'en termes de tourisme, ça change vraiment la donne? Oui. En tout cas, on a repris. Alors, le restaurant a été créé en 2018. Il était exploité par un restaurateur bordelais jusqu'à l'année dernière. Et on a repris l'exploitation début 2025. Et on est ravis de ce virage. On crée beaucoup plus maintenant des offres où on s'appuie sur le restaurant et inversement, le restaurant nous envoie des clients et on sent la synergie vraiment bien fonctionner. Nos vins, évidemment, sont servis au restaurant et ça donne, voilà, c'est vraiment de la synergie. Les deux apportent à la propriété et la propriété apporte beaucoup au restaurant. Donc, ça fonctionne très, très bien. Effectivement, Guiraud était très engagé dans l'accueil et moi, je me souviens l'époque où j'étais de l'autre côté de la route et à Yquem, où on disait oh là là, mais Guiraud, ils sont ouverts 7 jours sur 7, mais comment ils font? Oh là là, quel enfer! Bon, voilà, c'est parce que c'était pas du tout développé. Puis en plus, à Yquem, on était un peu fermé. Voilà, depuis, ça a bien changé. Mais c'était surprenant. Et c'était la seule propriété de Sauternes à être ouverte comme ça 7 jours sur 7. Bon, maintenant, effectivement, le no-tourisme s'est beaucoup développé à Sauternes. On est assez dynamique avec pas mal d'initiatives variées. Et donc, Guiraud, oui, avait tablé sur la présence de ce restaurant sur place. Et on envisage effectivement l'étape suivante de pouvoir héberger sur place et donc de créer un hôtel pour justement, et on aura un vrai travail là-dessus sur l'expérience client et comment le faire entrer dans notre vie de viticulteur, de producteur de vin, tout en lui faisant plaisir et en restant accessible, parce qu'il ne faut pas que ça soit compliqué. Donc il y aura vraiment, je pense, de gros enjeux sur comment faire vivre aux clients de l'hôtel une expérience particulière au travers de la propriété viticole qui restera sur place, sur le même site. Et ça, c'est un peu original quand même. Encore un beau projet à Sauternes. Oui. Très bien. Alors pour clôturer cette rencontre, juste avant de passer aux questions, j'aimerais vous aborder le sujet non pas de la crise à Bordeaux, mais de la sortie de crise, et surtout aussi, j'ai envie de dire au regard des nouvelles pratiques commerciales et aussi de l'importance du collectif. Alors je profite pour faire une toute petite aparté au sujet du collectif que la Cité du Vin commercialise dans sa belle boutique un calendrier solidaire entre les rangs. Et je vous invite vraiment à aller voir ce calendrier et si vous le pouvez à l'acheter parce que tous les bénéfices de ce calendrier, donc qui présente 12 vignerons et vigneronnes, dont d'ailleurs Valentine fait partie, présente donc 12 vignerons et vigneronnes, et les bénéfices des ventes de ce calendrier sont reversés à un collectif de soutien aux vignerons et notamment un collectif qui travaille sur la reconversion et la diversification. Donc c'est important si vous souhaitez participer à cet effort collectif. Le calendrier, je crois, est en vente à l'issue de cette rencontre. Donc n'hésitez pas à vous le procurer et à l'offrir. À vous l'offrir et à l'offrir. Voilà, je ferme cette parenthèse. Donc la sortie de crise et les nouvelles pratiques commerciales, vous, mesdames qui voyagez beaucoup, quelle est votre vision sur la question? Mais peut-être parlons aussi de la tradition commerciale à Bordeaux. Sandrine, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce négoce à Bordeaux, la place de Bordeaux? Je sais que nous avons des jeunes avec nous ce soir. Peut-être que tout le monde ne maîtrise pas cette notion de négoce et de place de Bordeaux. Oui, c'est vraiment une particularité de Bordeaux, je pense. Donc cette fameuse place de Bordeaux, qui en fait est l'ensemble des négociants qui distribuent les vins de Bordeaux et qui reste
malgré toutes les difficultés qu'on traverse en ce moment, une force de distribution des vins de Bordeaux incroyable et qui a fait le succès des vins de Bordeaux. Clairement, ces négociants se sont installés dès la fin du XVIIIe siècle ou au milieu du XVIIIe siècle, venant parfois d'Angleterre, d'Irlande, de Hollande. Voilà, et ils ont fait le succès de Bordeaux par la distribution internationale de nos vins. Donc ça a été un grand atout pour nos vins. Et là, effectivement, alors c'est pas la première crise. Hein, il y a déjà eu des crises à Bordeaux. C'est important de le rappeler. C'est quand même important de le rappeler. C'est source d'espoir aussi. Hein, quand Exactement. Même. Donc il y a eu la crise au moment de la crise pétrolière. Je me souviens quand je suis rentrée à IKEM, on parlait encore des années 74, 72, où non seulement les vins se vendaient mal, mais en plus on avait essuyé des climats vraiment difficiles. Il n'y avait quasiment pas eu de vin de produit. Enfin, voilà. Donc il y a eu les années 70 très, très difficiles, le début des années 90 aussi, 91, 92, 93, où à nouveau Bordeaux vit une crise majeure dans la distribution de ces vins. Et puis, on a rebondi derrière. Donc, c'est ce qui va se passer là aussi. Et toute crise, on en tire du positif et du bon. Ça permet de se remettre en question. Et donc, je ne dis pas que c'est nécessaire d'avoir ces crises-là. On s'en passerait bien. Mais elles vont apporter du bon et le fait de se remettre en question, peut-être de recréer du collectif, puisque, en effet, c'est hyper important et ça, moi, j'y crois énormément. Et à Sauternes, justement, on est en train de sortir du marasme qu'on a connu encore il y a 20 ans, par le collectif. On est hyper soudés, on avance ensemble, on crée des projets ensemble et on sent vraiment un dynamisme au sein de notre appellation et dans la vente de nos vins qui est en train de nous permettre de renaître et en tout cas de sortir par le haut. Donc le collectif est hyper important. Valentine, vous vendez en Afrique, en Russie notamment, et dans de nombreux pays. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2026, les déplacements suffisent à vendre ? C'est très important de continuer à être sur le terrain. Je pense qu'il y a certains marchés qui nécessitent vraiment qu'on y aille pour vraiment bien comprendre les spécificités de chaque pays et chaque culture. Et je pense sans cette connaissance, on passe un petit peu parfois à côté des caractères des uns et des autres. Et c'est vrai que moi, j'aime bien aussi... je suis très attentive à ma distribution. Et j'aime bien... parfois, je peux mettre 5 ans avant de travailler avec quelqu'un, mais quand je l'ai identifié, je sais pourquoi je veux travailler avec cette personne, parce que la présence en restauration, nous, on a toujours beaucoup cru à la restauration comme vecteur de notoriété, et j'essaie d'identifier les acteurs à l'international qui ont cette distribution B2B, et c'est pas le cas de tout le monde, donc je pense qu'il faut... c'est un travail de fourmi, il faut le dire, mais je pense qu'il paye petit à petit. Et donc, je pense qu'il faut... moi, je ne fais pas que voyager, mais je fais cet effort d'aller 3-4 fois par an au Grand Export pour vendre mes vins et les représenter, être une bonne ambassadrice aussi. Je pense que c'est important. Vous, Hélène, vous m'avez dit que vous aviez construit votre distribution en Chine lorsque vous habitiez là-bas. Comment vous avez fait ? J'ai pris des cours de chinois déjà parce que sinon c'était pas la peine. Mais j'ai vraiment essayé de profiter des ressources qui étaient disponibles localement, parce que dans chaque pays il y a quand même des Business France qui s'appellent plus Business France maintenant, je sais plus comment ça s'appelle, mais ouais. Team France Export, ouais. Donc il y a des ressources, en fait, des gens qui sont là pour nous aider, et notamment en Chine à l'époque, c'était quand même un marché qui était identifié comme un marché à fort potentiel par le CIVB, par beaucoup d'entités. Donc il y avait beaucoup de petits salons organisés sur place, d'événements. Donc j'ai vraiment essayé de tirer profit de tout ça. Mais après, ça a été beaucoup de travail, parce que
même si j'ai pris des cours de chinois, je parlais très très mal chinois au début. Et faire un salon en Chine toute seule quand on parle 3 mots de chinois au début, c'est vraiment pas simple. Et après, je me rappelle que je faisais mes conversations par l'équivalent d'MSN en faisant des copier-coller, traductions. Je vérifiais ce que moi je disais, je remettais. Mais au fur et à mesure, en fait, ça se construit. Et c'est encore une fois, il faut regarder le temps long parce que rien ne se fait rapidement. Et moi, je sais qu'une des choses dont j'étais le plus fière en Chine, c'est que même quand je suis partie, en fait, pratiquement tous mes clients distributeurs en Chine ont continué à travailler avec nous. Et je pense que ça, c'était vraiment quelque chose qui témoignait de cet effort que j'avais fait là-bas. C'est que c'était pas juste un achat et puis plus rien. Ce dont beaucoup de gens se plaignent souvent en Chine, c'est qu'il y a une vente et puis après les gens disparaissent. Nous, c'était vraiment des clients qui étaient récurrents, qui avaient beaucoup de loyauté envers nous. Et ça, oui, c'est beaucoup de temps passé, beaucoup de temps passé à aller les voir. Moi, toutes mes années en Chine, c'était énormément de déplacements, quoi. C'est l'importance, en effet, du temps long avec les gens, c'est c'est capital. Et Caroline, vous l'avez dit au détour d'une phrase, mais vous avez beaucoup parlé d'occasion de dégustation. Hein. Vous dites que la gamme ne doit pas se construire en fonction du prix, mais en fonction des occasions de consommation. Donc, est-ce que ça, comment vous expliquez ça dans votre distribution? Est-ce que c'est un petit peu votre marque de fabrique aussi? Oui, alors c'est un peu long à expliquer. Et il y a un combat que je mène qui est celui de la notion de premier vin et de second vin. C'est vraiment des noms que j'aime pas du tout. Parce que pour moi, il y a le premier, il y a le second. Et ça fait un peu second choix. Alors que pour moi, j'ai 2 cuvées d'assemblage. Et je les pense par moment de dégustation. Alors il y en a qui me connaissent un peu, donc qui savent ce que je vais dire. Mais moi, je pense que le vin, c'est la musique de la table. Donc je prends toujours cette image. On va jamais écouter la même musique si on est un jeudi soir, on fête un anniversaire et il y a 50 personnes dans un studio et on fait la fête. Voilà, on met une certaine musique, on l'a peut-être déjà en tête. Ou c'est dimanche après-midi et on est au coin du feu, on va lire un livre. Est-ce que c'est pas le même niveau d'énergie? Est-ce qu'il y a une musique qui est meilleure qu'une autre? Non, c'est juste qu'il y a une musique qui correspond à un moment. Et c'est la manière dont nous, on conçoit nos vins. Donc on a 6 cuvées aujourd'hui. Alors, on a 2 domaines en rouge qui ont chacun 2 cuvées d'assemblage et un blanc qui a 2 cuvées d'assemblage aussi. Et il y a une première cuvée qui est plutôt sur le temps long, parce qu'il y a besoin de ça. Il y a besoin aussi de ces vins avec le temps long. Et puis, il y a une cuvée avec quelque chose de plus temps court, plus court. Et vraiment, je milite pour parler en moment de dégustation, parce que au mois de juillet, il fait 35 degrés dehors. On va avoir envie d'être dehors et d'être à l'ombre et d'avoir, j'en sais, une grillade. Et on se dit, je vais prendre un vin rouge, mais je n'ai pas envie d'un vin rouge qui est trop structuré. Donc, il faut un vin rouge un peu plus léger. Et il sera parfait pour ce moment-là, alors que le vin plus structuré sera au contraire une catastrophe parce que l'organisme est fatigué et il n'a pas besoin d'avoir autant de matière. Donc c'est vraiment important pour moi aujourd'hui dans cette notion de moment de dégustation. Mais la vérité, c'est que le commerce du vin aime bien nous mettre dans des cases. Et on nous parle toujours de votre premier vin, votre second vin. Et quand on explique que nous, ce qu'on appelle notre second vin, en fait, il est fait exactement au même moment que le grand vin à la fin de l'élevage, par sélection des lots qui vont faire ce profil ou ce profil, les gens disent c'est un second vin. Donc c'est des presses. Non, c'est pas ça en fait. C'est la dégustation qui est pensée pour un moment. Et ça, c'est le temps long de l'explication, de dire on ne rentre pas dans les cases. Peut-être qu'on devrait plutôt regarder l'explication, ce qui correspond à ce que les gens attendent en plus. Les gens se disent ok, je suis face à un vin. Et la première question que les gens nous posent, c'est je le déguste comment ? Et en fait, pour moi, c'est ce que j'appelle le moment de dégustation. Et donc, il y a cette phase d'apprentissage, de changer un peu les étiquettes. Enfin, pas nos étiquettes, mais en tout cas les cases dans lesquelles on nous met pour dire qu'il y a peut-être une manière d'envisager les vins différente de ce qui a été fait jusqu'à présent avec des fiches techniques et des chiffres. Donc, est-ce qu'on peut résumer un petit peu ce que vous me dites, on va dire la vision à 10 ans, la sortie de crise, elle passera par, vous m'avez dit, le collectif, elle passera par des nouveaux mots aussi, une nouvelle façon de parler du vin, des instants de consommation, plutôt qu'une gamme un petit peu basée sur le prix. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez rajouter par rapport à ça ? Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui est très important pour moi, c'est de vraiment définir ce qui fait notre ADN à Bordeaux aussi. Parce que je trouve qu'on a tellement parlé de ce que Bordeaux ne doit pas être
qu'on est tous un peu partis dans tous les sens pour dire non, 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 on n'est plus du tout trop boisé, trop tannique, tout ce qu'on a pu nous reprocher. Mais finalement, qui sommes-nous ? Mais finalement, voilà, c'est, pour moi, la question importante, c'est, bon, ok, on va dire ce qu'on ne veut plus être, mais qu'est-ce qu'on est ? Parce qu'il y a quand même des choses dans tout ça qui nous définissent. Et je trouve que c'est important de quand même s'approprier qui on est par rapport aux autres régions, par rapport aux autres pays, et d'être clair là-dessus, et puis de l'assumer et d'en être fier aussi. Parce que peut-être qu'il y a eu un rejet de certaines choses, mais il y a quand même, par exemple, pour moi, des grands Bordeaux, c'est des grands vins de garde, et c'est pas quelque chose dont il faut avoir honte. C'est quelque chose qu'il faut qu'on assume aussi, et on peut aussi faire d'autres choses. Mais je trouve que c'est très important qu'on fasse ce travail justement tous ensemble. Je pense qu'on le fait, de vraiment réfléchir à qui on est et qu'est-ce qui définit notre identité. Surtout qu'à l'étranger, Bordeaux reste une marque hyper forte. Une icône. Et une icône, et hyper reconnue. Donc ce débat, en effet, où voilà, Bordeaux a été décrié, mais c'est très franco-français quand même. À l'étranger, c'est pas le cas. Et donc, il faut qu'on sorte de ça, en fait, et qu'on soit fiers des vins qu'on fait à Bordeaux, et surtout qu'il y a une vraie remise en question générale, mais qui n'est pas que liée à la crise. Ça fait quelques années déjà que Bordeaux, s'est rajeuni, que tous les nouveaux propriétaires, la génération de Caroline, enfin de 40-50 ans, c'est des gens très présents, très accessibles. Le côté arrogant qu'avait Bordeaux, c'est plus vrai du tout. Donc, il faut... C'est presque plus vrai. Ouais, non, quand même. Ouais, je crois... Oui, quand même. Enfin... En tout cas, je suis entièrement d'accord avec Hélène. Il faut absolument qu'on assume qui on est. Et en effet, Bordeaux, c'est des vins d'une grande fraîcheur et avec un potentiel de garde incroyable. Donc, vous avez raison, il faut en être fiers. Nous sommes très fiers des vins qui nous seront servis ce soir. J'espère que vous aussi, ça vous a donné envie de goûter les vins de nos 4 invités. Je vous propose qu'on passe aux questions. Peut-être 1 ou 2 questions quand même. Une seule ? Est-ce que vous avez des questions ? On a un petit peu débordé peut-être. Vous allez pouvoir parler dans le cercle noir juste en E. Attention, vous pouvez rattraper le ballon. Merci. Bonsoir. J'ai une question. Est-ce que être une femme dans le monde du vin vous permet de faire la différence sur les marchés vis-à-vis de la crise que l'on rencontre ? Et est-ce que vous travaillez votre communication en ce sens afin de gagner de nouveaux marchés ? Est-ce que ça vous permet de faire la différence aujourd'hui ? Est-ce que l'une d'entre vous souhaite répondre ? Alors moi j'ai lu qu'aux États-Unis en particulier, il y a une vraie attente des consommateurs des vins faits par des femmes. Mais moi ça me pose un problème. C'est qu'en fait, on en parlait tout à l'heure en se préparant, c'est comme si je me disais... je ne lis que des vins écrits par des femmes. Et on se disait, en fait, le sujet, c'est pas être une femme dans le vin, ça change foncièrement la donne sur la manière dont le style des vins. C'est surtout une histoire de compétence. Est-ce que la personne qui fait le vin est compétente ? Est-ce qu'elle a une intention particulière pour son vin ? Est-ce qu'elle incarne son vin ? Mais ce n'est pas quelque chose sur lequel on joue. Mais en tout cas, il y a une attente, a priori, avec des vins signés par des femmes qui se valorisent mieux même. Mais je pense qu'il ne faut pas aller sur ce sujet-là. Je pense que c'est une erreur de le faire. Parce que ce n'est pas du tout ce que nous, au quotidien, on fait. On est des femmes dans le vin, certes, mais on ne se dit pas « je suis une femme dans le vin, donc je vais faire ça et je vais apporter ça parce que je suis une femme ». On a avant tout des compétences. Après, la question était surtout sur le travail d'image de marque qui peut être fait autour de ça. Pour moi, c'est lié en fait. C'est le vin que l'on incarne en tant que femme. Ouais. Merci beaucoup. Je pense qu'il est l'heure d'aller déguster. Si vous avez des questions, de toute façon, nous sommes là et nous sommes bien sûr prêtes à vous répondre.